Alors, je vous remercie d'être venu ce soir et je vous souhaite la bienvenue au nom du Centre d'accueil francophone de la Cité de Rocheuse et de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Je suis Carlos, migrant en plein et conseillère du Centre d'accueil francophone à Red Deer. Comme vous savez déjà, le gouvernement du Canada vient d'ouvrir le programme de parrainage parents et grands-parents 2020. On sait que pour les migrants, la famille est très importante et particulièrement cette année avec la COVID-19, il y a beaucoup de Canadiens d'ailleurs qui voulaient réunifier ces familles. C'est pour ça qu'on a invité à l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta pour amener cet atelier à nos clients et à la communauté en général. Aujourd'hui, on compte avec la présence de Mme Céline Végan, experte en droit de l'immigration et de la famille, et de Mme Brigitte Etienne, de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Mais avant de donner la parole à Mme Etienne et Mme Végan, je profiterai de l'occasion pour faire une petite annonce. Rappelez-vous qu'on est là pour vous aider et que notre mission principale est d'accompagner les nouveaux arrivants ainsi que l'ensemble des communautés migrantes dans leur démarche d'installation. On sait comment ça va quand on vient d'arriver dans un nouveau pays ou communauté. On peut vous aider à naviguer le système, à trouver des ressources telles que vêtements d'hiver, nourriture, fournitures scolaires, etc. On peut également vous aider à remplir des formulaires pour les démarches avec les gouvernements et à améliorer vos compétences linguistiques en anglais. On a un grand réseau de contacts et si on n'a pas la solution, on les cherche pour vous et on vous référera à l'organisme qui peut vous aider. Il faut dire aussi que tous nos services sont gratuits et qu'on travaille avec le financement de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Suivons-nous dans notre site internet citéderocheuse.com, dans notre page de Facebook La Cité de Rocheuse et dans les groupes de Centre d'accueil de francophones de Red Deer. Et surtout, n'oubliez pas de nous liker sur Facebook. Alors, je vous prie de silencier votre microphone et votre caméra et d'écrire vos questions dans la boîte de chat de la présentation et d'attendre à la fin pour poser vos questions. Madame Etienne, je vous donne la parole. Mon microphone, Madame Etienne. Bonsoir Carlos, bonsoir Maître Céline Bégin d'être là. Merci aux participants. Ce soir, j'ai la charge de vous présenter Maître Céline Bégin et aussi de vous parler de notre centre. Maître Céline Bégin est avocate au cabinet McCain Desrochers à Edmonton. Elle pratique dans les domaines du droit de l'immigration, du litige civil, du droit successoral et du droit des blessures corporelles. C'est une membre active de la Société francophone ici en Alberta et particulièrement de l'Association des juristes d'expression française. Cette association même qui a créé le Centre d'information juridique dans lequel je travaille comme agente juridique. Au centre, nous offrons de l'information juridique gratuitement aux francophones de l'Alberta, mais aussi aux anglophones. Nos services sont bilingues et nous donnons de l'information dans tous les domaines de droit. Nous offrons également des services gratuits de notaires publics et de commissaires à la sermentation. Par ces temps de COVID, nous avons limité nos rendez-vous en personne, mais nous continuons de travailler à distance, par téléphone, par courriel et même par vidéoconférence. Les services de notaire et de commissaire à la sermentation continuent en personne, mais ça se fait après avoir respecté un certain protocole par rapport aux mesures de santé publique. Donc, je laisse la place à Maître Céline Bégin pour commencer. Et si vous avez besoin de plus d'informations, notre contact sera affiché à la fin de cette présentation. Merci.
Merci Brigitte et Carlos. Donc, comme dit, moi, je m'appelle Céline Bégin, puis je travaille au cabinet de McQuaid Desrochers ici à Edmonton. Donc, on m'a demandé de faire une présentation ce soir au sujet de parrainage. La GEFA a mis ensemble la présentation que vous voyez à l'écran. La présentation touche tout type de parrainage et le supervisa. Et j'avoue que c'est pas normalement, j'aurais jamais fait une présentation avec tous ces sujets, qui sont des sujets qui peuvent être énormes individuellement. Donc, ça va vraiment être un survol aujourd'hui. On ne va pas avoir la chance d'aller en détail, mais je crois que vous allez avoir les grands points et vous allez être capable de savoir après cette présentation, c'est quoi en gros chacun de ces programmes pour ce survol général. Donc, dans la présentation, on va discuter du parrainage parents-grands-parents, discuter parrainage d'époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et toucher également parrainage d'enfants dépendants qui tombe là-dedans également. Et à la toute fin, on va parler rapidement de les supervisas. Donc, j'ai pas l'écran, mais est-ce que je peux avoir contrôle de cette présentation ou non? Ou je vais juste te dire d'aller passer à la prochaine, Carlos? Parfait. Donc, premièrement, parrainer un membre de la famille. La première étape, c'est de voir si vous êtes éligible comme pour parrainer. Et ça, c'est normalement la partie la plus simple dans un processus. Donc, on commence maintenant à parler spécifiquement pour parents et grands-parents, quoique c'est un peu la même chose pour tout genre de parrainage. Mais ces premiers, dans cette présentation, les premiers slides vont être spécifiquement pour parrainage de parents et grands-parents. Donc, pour parrainer, vous devez avoir moins de 18 ans et vous devez être soit un citoyen canadien ou un résident permanent canadien. Il y a d'autres critères qui s'incluent là-dedans qui vont être vus dans une prochaine page de cette présentation. Mais autre que c'est, ou si vous êtes résident, si vous n'êtes pas résident permanent ou canadien, il y a des situations pas typiques, mais qui peuvent exister où vous êtes un membre de Première Nation canadienne sous la loi sur les Indiens. Et si vous tombez dans cette catégorie-là également, vous pouvez parrainer. Mais c'est rare que ça existe ça uniquement sans que vous soyez également canadien ou résident permanent. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, qui vous pouvez parrainer? Comme je dis, on va toucher un peu de tout ici. Vous pouvez parrainer un parent ou grand-parent. Vous pouvez parrainer un époux ou épouse. Et on va aller en détail plus tard ce que c'est quoi qui définit époux-épouse et conjoint de fait. Et enfants à charge. Donc, encore une fois, on va aller dans ces définitions plus tard. C'est juste pour une idée sur vol à présent. C'est qui les gens que vous pouvez parrainer? Donc, j'ai des questions souvent à savoir si vous pouvez parrainer votre sœur ou votre frère. La réponse est non. Vous ne pouvez pas parrainer aujourd'hui. Dans le passé, ça existait des programmes, mais ça fait plusieurs années que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas parrainer un frère ou une sœur sur les programmes de parrainage. Donc, c'est soit parents, grands-parents, époux, épouse, conjoint ou enfants à charge. Il y a des situations limitées où qu'on va toucher également dans cette présentation ou que des gens qui sont hors de cette catégorie peuvent être parrainés, mais c'est rare et c'est des situations très réduites, mais on va y parler plus tard. Prochaine page, s'il vous plaît. Il y a plusieurs critères pour les gens qui sont parrainés, donc qui sont les demandeurs, qui doivent être éligibles. Mais à savoir du début, c'est que toute personne que vous cherchez à amener au Canada va être obligée de se soumettre à un examen médical, contrôle de sécurité, puis vérification des antécédents judiciaires. Donc, si vous savez déjà qu'il va y avoir des difficultés ou que s'il y a des
des charges judiciaires qui n'ont pas été réglées dans le passé ou ils ont eu une charge criminelle dans n'importe quel pays, dépendant de la charge, puis c'est dépendant du pays, dépendant de la charge et c'est quoi, ça va changer le résultat, mais c'est certain que ça va être un point qui va être important à la demande, qui doit être divulgué et qui va probablement être un problème. Donc, si vous savez à présent du début, il y a un casier judiciaire ou s'il y a des difficultés de santé extrêmes, encore une fois, ça serait probablement un problème. Donc, ça, c'est juste à savoir du début. Si vous savez que ce sont des choses qui vont être présentes chez la personne qui veut être parrainée, il faut probablement régler avec ces situations avant d'aller de l'avant. Prochaine page. Donc, le programme de parrainage parents et grands-parents. C'est un programme qui apporte énormément de frustration parce que ça change d'année en année. Ils ne permettent pas beaucoup de demandes, puis ça prend énormément de temps à procéder les demandes. Donc, pour toutes les demandes, pour que vous ayez une réponse. Cette semaine, non, juste la semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé l'ouverture finalement pour 2020 du programme de parrainage de parents et grands-parents. Donc, le programme a ouvert lundi de cette semaine, le 13 octobre, et sera ouvert seulement jusqu'au 3 novembre 2020. Donc, dans 2 semaines, les prochaines 2 semaines sont les seules semaines de cette année que vous pouvez déposer un intérêt de vouloir parrainer un parent ou grand-parent. Donc, ce programme, normalement, est ouvert seulement une fois par année. Donc, à chaque année, il va ouvrir pendant une période limitée. Et cette année, il vient tout juste d'ouvrir et sera fermé le 3 novembre 2020. Et ils acceptent seulement 10 000 demandes, qui peut peut-être sembler comme beaucoup, mais je vous promets que ce n'est pas beaucoup. Il y a toujours énormément de personnes qui essaient d'entrer dans ce programme et 10 000 est seulement une petite fraction du chiffre de montant de gens qui déposent leur intérêt. Donc, le programme de parrainage de parents ou grands-parents, il peut changer à n'importe quel moment, comme n'importe quel programme d'immigration ici au Canada. Mais celui-là, il change beaucoup plus d'année en année que d'autres programmes. Cette année, le programme n'est pas comme qu'il a été dans certaines années du passé où c'est comme premier arrivé, premier servi. C'est que durant la période où le programme est ouvert, donc du 13 octobre jusqu'au 3 novembre, n'importe qui peuvent déposer leur intérêt de vouloir parrainer un parent ou grand-parent. Et ensuite, tout le monde va dans ce même, je sais pas, tout le monde qui met leur demande va être dans le même pot. Puis là, ensuite, ils vont prendre de façon aléatoire 10 000 de ces gens. Puis ils vont envoyer des invitations à 10 000 de ces gens de déposer une demande de résidence permanente pour leurs parents ou grands-parents. Donc, juste pour remettre, je ne sais pas si c'était clair ou non, puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais ouvrir la conversation. Mais les étapes pour le parrainage parents-grands-parents, c'est première étape, c'est il faut que vous déposez votre intérêt de parrainer un parent ou parent en ligne et cela doit être fait immédiatement et avant le 3 novembre 2020. Donc, dans la présentation que je crois va être disponible autrement à vous, mais il y a des liens. Vous pouvez suivre les liens au guide de demande en ligne. Donc, les guides de demande en ligne vont vous montrer spécifiquement où il faut aller pour
comme personne qui veut parrainer, vous remplissez les formulaires pour déposer votre intérêt pour le parrainage. Donc, présentement, c'est les personnes qui sont au Canada, qui sont Canadiens ou résidents permanents, qui peuvent aller en ligne, remplir le formulaire d'intérêt qui va être toute votre information personnelle, pour le déposer, pour être parmi les gens qui seront choisis pour être invités à aller à la prochaine étape. Puis la prochaine étape, c'est la demande de résidence permanente, la grosse demande officielle qui est le parrainage pour résidence permanente. C'est là que tous les documents et les formulaires doivent être mis ensemble et déposés. Donc, ouais, il a changé à la prochaine. Vous voyez à l'écran maintenant, ça parle de l'entente de parrainage. Donc, peu importe le programme, si vous êtes une des personnes qui veut parrainer un membre de votre famille, vous entrez dans un contrat inconditionnel avec le gouvernement du Canada disant que vous allez respecter les exigences de parrainage qui sont en gros un soutien financier et une promesse de assurer que la personne qui va être parrainée, donc les demandeurs principaux, vont recevoir tous leurs besoins de base. Et s'ils sont incapables de fournir pour eux-mêmes leurs besoins de base, c'est vous qui sont financièrement responsables d'eux. Et la durée de cette entente, de ce contrat que vous avez de façon inconditionnelle avec le gouvernement change dépendant du type de parrainage. À l'écran, vous voyez spécifiquement l'engagement pour ceux qui veulent parrainer un parent ou grand-parent. Donc, pour parent-grand-parent, la durée de l'engagement est de 20 ans. Donc, oui, c'est long. Essentiellement, il s'est assuré pour la plupart un engagement pour presque, c'est comme la durée du temps où que les parents seront ici au Canada pour la plupart. Dans les formulaires, il y a une description spécifique de cet engagement et il y a une page où vous signez. Puis ça, c'est la personne qui parraine et le co-signataire, s'il en a un, tous les deux sont soumis à la même entente pour la même durée. Et il n'y a aucune façon de canceller cette entente une fois que la demande a été acceptée et que votre parent ou grand-parent sont au Canada et ont reçu la résidence permanente canadienne. On peut aller à la prochaine. Donc, les facteurs d'inadmissibilité, ça, c'est spécifique pour vous comme parrain. Donc, la personne qui veut parrainer pour un parent ou grand-parent, ces facteurs d'inadmissibilité s'appliquent peu importe le type de parrainage. Donc, ça s'applique également pour ceux qui veulent parrainer pour époux, épouse ou enfants. Donc, vous devez avoir au moins 18 ans. Pour la demande de parent-grand-parent, vous devez vivre au Canada. Ça, ce n'est pas nécessairement requiert au début pour le parrainage d'époux-épouse, mais vous devez avoir l'intention et déménager au Canada si la demande est acceptée. Donc, il faut faire preuve que l'intention est de vivre au Canada avec la personne qui va recevoir résidence permanente canadienne. Donc, vous ne pouvez pas être parrain pour quelqu'un si vous n'avez aucune intention d'habiter au Canada. Et je vois sur le côté Nathalie qui a mis une question qui dit que vous n'êtes pas résident permanent, seulement visa de travail en attente de renouvellement, mais vous souhaitez obtenir un visa pour votre fils. Donc, ça, c'est une question vraiment pas de parrainage parce que faut que vous soyez soit résident permanent ou citoyen pour parrainer. Donc, votre question est vraiment pour un visa temporaire
qui n'est pas le sujet de notre présentation aujourd'hui. Mais Nathalie, si tu veux poser cette question plus tard, tu pourrais m'envoyer un courriel par la suite. Mais je ne vais pas toucher à ta question malheureusement aujourd'hui. On a trop de... Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour la résidence permanente et le parrainage. Mais de retour ici au facteur d'inadmissibilité, pour le parrain encore, essentiellement, vous voyez qu'il y a comme 8-9 critères d'inadmissibilité écrits ici, là. Vous n'êtes pas en prison, obligation de rembourser des prêts d'immigration, manque de remboursement, être en faillite, tous ces points-là, vous devez ne pas entrer dans aucun de ces situations. Donc, si vous êtes en prison, vous ne pouvez pas parrainer personne. Si vous avez une dette avec le gouvernement du Canada, il faut que vous réglez cette dette avant d'être capable de parrainer quelqu'un. Si vous-même, vous avez été parrainé dans les dernières 5 ans, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un. Si vous avez parrainé quelqu'un d'autre et que votre obligation à prendre soin financièrement de cette personne existe encore et que vous avez une dette de cette obligation, vous ne pouvez pas parrainer personne avant de régler cette dette. Si vous n'avez pas payé vos taxes annuellement, vous n'allez pas être accepté. Donc, comme parrain, il faut que vous soyez admissible. Et les gros points à se retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir de dette avec le gouvernement du Canada. D'aucune façon. Il ne faut pas être banqueroute. Il ne faut pas être en mesure de renvoi vous-même du Canada. Être en prison. Ça, c'est les grosses affaires. Donc, si une de ces situations s'applique à vous, il faut premièrement régler la situation avant de voir si vous pouvez parrainer quelqu'un. Ne déposez pas d'intérêt de parrainage ou de demande de parrainage si une de ces situations à l'écran s'applique à vous. Prochaine page, s'il vous plaît. Voici les exigences de revenus qui s'appliquent spécifiquement pour le parrainage de parents et grands-parents. Donc, comme parrain, vous devez répondre aux exigences de revenus pour les 3 années avant l'année où vous déposez votre demande. Maintenant que le programme vient tout juste d'ouvrir, c'est dit qu'il y a certainement personne qui va déposer une demande avant la nouvelle an. Donc, les 3 années d'exigence de revenus seront 2020, 2019 et 2018. Et je sais, oui, vous n'allez pas avoir vos revenus complétés et retour d'impôt complétés pour 2020 dès le début janvier. C'est correct. Vous pouvez déposer les preuves pour les 3 autres années, donc 2019, 2018, 2017, et ensuite déposer la preuve de 2020 lorsque vous l'aurez. À noter également, pour 2020, ils ont réduit les exigences de revenus de 2020 par 30% du fait que de les difficultés que la pandémie de COVID-19 a eu au pays, puis avec leurs attentes qu'il y a sûrement plein de gens qui ont un revenu plus bas cette année qu'attendu. Donc, comme vous voyez, les exigences de revenus de 2020 sont plus basses que celles de 2019, alors qu'ils seraient normalement beaucoup plus élevées que 2019. Donc, les chiffres que vous voyez sont le salaire minimum que vous devez démontrer avoir reçu pour l'année pour qualifier comme parrain. Et à gauche, vous voyez 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, etc. pour le total de personnes dont vous êtes responsable. Ça inclut tout le monde qui sont dans votre famille. Et votre famille, c'est vous, votre conjoint, conjointe ou époux, épouse. C'est tout enfant à votre charge et à charge de votre époux, épouse. Et c'est le parent ou les parents ou les grands-parents. Donc, vous cherchez à
parrainer. Donc, par exemple, si vous avez, vous et un conjoint et un enfant, et vous voulez parrainer 2 parents, vous tombez sous 5 personnes. Et vous devez répondre les exigences de revenus pour 5 personnes. Prochaine page, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable de répondre aux exigences de revenus vous-même, vous pouvez avoir un co-signataire. Normalement, le co-signataire serait un autre membre de votre famille, ou si vous avez un frère ou une sœur ici au pays qui veut co-signer pour parrainer un parent, ça serait le genre de personne qui serait co-signataire. Et si vous avez un co-signataire, c'est le revenu annuel de vous et le co-signataire qui doit ensemble répondre le minimum des exigences de revenus. Ce qui est très important, c'est que le co-signataire a les mêmes exigences et fait les mêmes promesses et signe le même contrat avec le gouvernement du Canada concernant la promesse de soutenir financièrement de façon inconditionnelle les parents pour 20 ans. Donc, c'est important que les deux, le parrain et le co-signataire, soient au courant qu'ils auront une exigence pour les prochaines 20 années pour le soutien financier des personnes qui tiennent à parrainer. Puis, tu ne peux pas annuler cet engagement à n'importe quel moment après que la résidence permanente a été obtenue par la personne qui a été parrainée. L'exigence peut être cancellée, donc le co-signataire peut changer d'idée et canceller, annuler son engagement, mais ça doit être fait avant que la demande soit acceptée et que les personnes ont reçu la résidence permanente. Prochaine page, s'il vous plaît. Cette page parle de comment calculer la taille de votre famille. J'ai déjà passé à travers cela, mais cette page le dit en détail, écrit comment calculer la taille de votre famille. Donc, vous-même, époux, épouse, les enfants à charge, les personnes que vous voulez parrainer et les membres de la famille de cette personne, ça serait des gens qui seraient dépendants de cette personne. Donc, encore d'autres enfants à charge de les personnes qui seraient parrainées. Donc, ça, c'est comment calculer la taille de votre famille. Juste avant d'aller, je vais juste parler, c'est quoi un enfant à charge? Donc, un enfant à charge, c'est un enfant qui a moins de 22 ans, donc un maximum de 21 ans. Donc, les enfants si vous voulez parrainer un enfant ou si vous voulez parrainer un enfant d'une personne que vous parrainez, l'enfant, pour être considéré à charge, doit avoir moins de 22 ans au moment où la demande est déposée. Donc, un maximum de 21 ans. Il a une exception qui est que si l'enfant est incapable de se soutenir financièrement à cause d'une condition physique ou mentale, mais cela doit être démontré dès la demande est déposée et doit être quelque chose qui est démontré continuellement. Donc, si quelqu'un est incapable de se soutenir financièrement pendant quelques mois, mais est capable par la suite, ils ne sont plus considérés des enfants à charge s'ils ont plus que 22 ans. Donc, la règle générale à se souvenir pour assurer les capables d'inclure les enfants, c'est qu'ils doivent avoir moins que 22 ans, donc un maximum de 21 ans. Prochaine page. Cette page donne un lien de où se rendre en ligne. Tous les demandes, les formulaires de demande, les guides de demande sont sur le site web d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Le site web n'est pas toujours très clair et évident à le retrouver, mais si vous retrouvez le guide, ça, ils ont des liens ici dans la présentation, mais les guides de demande de parrainage sont en ligne, puis c'est très important à les lire et les suivre attentivement si vous faites une demande par vous-même. Prochaine page, s'il vous plaît. Oh, donc ça, c'était tout pour le parrainage de parents-grands-parents. Avant de passer à époux, épouse ou enfants à charge,
est-ce que vous avez des questions spécifiques au programme de parrainage parents et grands-parents qui est présentement ouvert, mais seulement ouvert jusqu'à la fin du mois? Oui, Céline, on a des questions déjà répertoriées qui portaient sur ce thème. Donc, si vous voulez, on peut déjà les poser avant de continuer. Oui, je pense que ce serait bien. D'accord. Donc, la première question, la personne demande si le programme PGP, donc Programme de parrainage des parents et des grands-parents, est offert seulement aux citoyens canadiens. Non, comme j'ai dit, c'est ouvert pour citoyens ou résidents permanents. C'est ça. La plupart des questions sont des questions auxquelles vous avez pratiquement répondu dans la présentation, mais c'est juste qu'on va rapidement y passer juste pour que la personne soit sûre. Donc, est-ce que je peux parrainer mon père et ma mère en même temps? Oui, mais il faut répondre aux exigences financières de revenus. Donc, normalement, si les gens parrainent un parent, ils vont parrainer les parents en même temps. C'est plus facile de faire la demande avec tout le monde en même temps parce que c'est difficile à dire, je veux apporter ma mère, mais je ne veux pas apporter mon père ou vice-versa. Normalement, tu veux apporter les deux parents, à moins qu'il y ait autre raison légitime et raisonnable pourquoi tu voudrais seulement apporter un parent, mais normalement, c'est les deux parents qui veulent venir. Et absolument, tu les mets dans la même demande, mais il faut, comme parrain, que tu sois éligible pour parrainer les deux personnes. Donc, c'est une personne de plus dans les exigences de revenus. D'accord, merci. Y a-t-il des changements dans le montant de revenu minimum pour parrainer un parent immigrant en 2020? C'est comme c'est sur le site web. Comme j'ai dit, on réduit de 30% les exigences pour 2020 déjà. Donc, il faut répondre aux exigences telles que les chiffres ont été démontrés. OK. Ça revient pratiquement à la prochaine question de combien ai-je besoin comme revenu? Donc, vous venez de répondre. Puis-je parrainer mes parents si je suis étudiant? Il faut que tu sois résident permanent ou canadien. Donc, si tu es seulement ici comme étudiant, comme résident temporaire, non, tu ne peux pas parrainer. Okay. Puis-je parrainer mes parents si j'ai déjà bénéficié de l'assistance sociale? Ça dépend, oui. Donc, en gros, oui. Ça dépend de quel genre d'assistance sociale. Normalement, c'est seulement les assistances provinciales qui deviennent une difficulté. Mais c'est vraiment spécifique au cas. Donc, si c'est dans le passé que vous n'êtes pas présentement sur une assistance, c'est probablement correct. Si vous êtes présentement sur une assistance, il faudrait vérifier davantage parce qu'il y a juste certaines situations qui deviennent un problème et autres non. D'accord. Comment puis-je parrainer ma mère ou appliquer pour amener ma mère au Canada en 2020? Je pense que c'est tout le processus. Oui. Oui, vous avez 2 semaines à mettre votre intérêt et ça va être le seul moment où que ça sera possible en 2020. Donc, si vous voulez parrainer pour résidence permanente, il faut le faire maintenant avant le 3 novembre 2020. Le programme ne va pas ouvrir à nouveau en 2020. Est-ce que le co-signataire compte comme un membre de la cellule familiale ou non? Surtout s'il s'agit d'une sœur ou un frère qui ont aussi leur famille. En d'autres termes, est-ce qu'on peut ajouter le co-signataire à la taille de la famille pour calculer le revenu minimum où on est éligible, ou bien est-ce que le co-signataire lui-même doit aussi respecter ces exigences-là? Bonne question. C'est pas évident, ça. J'essaie de penser si ça m'est arrivé. Je pense que c'est chaque personne. Donc, chaque personne calcule leur taille de famille et doit répondre selon leur taille de famille. Donc, c'est jumelé. D'accord. Ça fait du sens, ça? Oui, c'est-à-dire que si Okay. j'ai bien compris, chaque co-signataire, c'est-à-dire que le demandeur principal doit répondre aux exigences
mais aussi le co-signataire doit répondre aux exigences. Oui. Okay. C'est bon. Et donc, une autre question portant sur le parrainage des parents et puis en même temps introduisant le super visa. Si je ne peux pas parrainer mes parents, puis-je passer par le super visa pour les faire venir au Canada? Oui. Oui, il y a des critères d'éligibilité, d'admissibilité pour cela également. Et on va y toucher à la fin de la présentation. Mais la courte réponse est probablement oui. C'est une autre différente demande. Ce n'est pas pour résidence permanente, c'est pour résidence temporaire. Donc, c'est juste quelque chose de temporaire et non permanent, mais certainement. C'est souvent utilisé en attente d'être capable de faire demande pour parrainage de parents et grands-parents. Comme j'ai dit, c'est un programme qui apporte beaucoup de frustration parce que c'est très difficile de juste être capable de mettre sa demande dans ce programme. Donc, si tu es assez chanceux d'être choisi pour être invité, pour mettre ta demande, même à ce moment-là, si tu reçois, comme si aujourd'hui tu mets ta demande, ton intérêt de parrainer et que dans les prochains mois, tu reçois une invitation de mettre la demande, tu as ensuite 60 jours pour préparer la demande de résidence permanente. Et il n'y a pas d'extension de temps, vous n'allez pas être permis de 100 jours ou 62 jours. Il faut absolument avoir tout fait dans les prochains 60 jours de la date où vous recevez l'invitation. Et la demande est soumise. Puis, ces demandes prennent des années à avoir une réponse. Donc, tout est long avec le programme de parrainage parents-grands-parents. Donc, si vous avez la chance d'être invité, vous mettez votre demande et ensuite vous attendez et ça prend minimum 1 an. Donc, on a des clients que ça a pris quelques années que ça soit passé à travers. Et il y a des clients que ça a pris quelques années à être capable d'entrer dans le programme. Donc, tout ça, c'est un processus très long. Et souvent, les gens vont faire demande de supervisa entre-temps. Mais on ira en détail supervisa à la fin de la présentation aujourd'hui. D'accord. Pour les questions qu'on a répertoriées avant, c'est tout ce qui concerne les grands-parents. La seule dernière concerne le parrainage d'un enfant, donc on va attendre. Merci. OK, parfait. Prochaine page. Donc maintenant, on passe au parrainage de époux, épouse ou conjoint de fait ou enfant en charge. Donc, si vous voulez parrainer un époux ou une épouse, conjoint de fait ou enfant en charge, c'est essentiellement les mêmes genres de demandes, mais il y a des différences avec le programme de parents-grands-parents. Mais ces 3 autres catégories sont plus ou moins assez similaires l'un l'autre. Donc, on peut passer à la prochaine page. Ici, ça donne le lien pour les formulaires de demande qui est sur le site web. On a parlé déjà des engagements comme parrain. Pour un parrainage époux-épouse ou enfant, la durée est beaucoup plus courte. Donc, pour un conjoint ou conjoint de fait ou partenaire conjugal, la durée de cette promesse, donc ce contrat inconditionnel avec le gouvernement du Canada que vous allez prendre soin des besoins de base de la personne qui est parrainée, est d'une durée de 3 ans et d'une durée de 10 ans pour des enfants, les enfants que vous parrainez. Donc, contrairement aux parents que c'est 20 ans, ici, c'est seulement 3 ans pour conjoints ou 10 ans pour des enfants. Vous pouvez passer à la prochaine. Contrairement au parrainage de parents-grands-parents, il n'y a pas d'exigence de revenu minimal pour les parrainages de conjoints ou enfants. Donc, pas besoin de démontrer un revenu minimal. Oui, à la prochaine. Ici, c'est simplement un lien au formulaire en ligne.
Donc, je vais juste expliquer en gros c'est quoi le processus et ensuite on peut parler spécifiquement de qu'est-ce qui est à l'écran. Donc, pour le parrainage de conjoint-conjoint, il y a 3 grandes étapes essentiellement pour la demande. Premièrement, comme parrain, tu dois être admissible. Et on a déjà revu les exigences d'admissibilité pour un parrain au niveau du parrainage parent-grand-parent. Ce sont les mêmes exigences ici. Donc, aucune dette avec le gouvernement du Canada, il ne faut pas que tu sois en prison, il ne faut pas que tu sois banqueroute, etc. Donc, il faut que tu aies plus que 18 ans, il faut que tu sois un résident canadien ou citoyen canadien toi-même. Il ne faut pas que tu aies été parrainé dans les dernières 5 années. Il y a plein d'autres exigences comme qu'on a vu. Donc, la première étape ici, c'est que le parrain va être évalué et ils vont vérifier que le parrain est admissible. C'est normalement la partie la plus simple, la plus rapide. Ensuite, ça va à la deuxième étape de cette demande. Dans la deuxième étape, c'est le demandeur ou la demandeur principale, qui ici serait conjoint ou époux ou enfant. C'est cette personne qui est évaluée. Et à ce moment-là, le gouvernement regarde plus en détail à l'historique de la personne. Donc, il faut avoir un formulaire qui montre tous les membres de la famille de la personne. Il faut divulguer n'importe quelle implication dans des groupes gouvernementaux ou autrement. Il y a vérifie tous les casiers judiciaires pour cette personne dans tout pays où cette personne a habité pour une période d'au moins 6 mois dans leur vie. Ils révisent en plus de détails l'admissibilité de cette personne. Et des choses qui sont nouvelles qui ne s'appliquent pas aux parrains ou parraines, c'est qu'ici, pour la personne qui cherche à devenir résident permanent, il y a des examens médicaux et le casier judiciaire qui est vérifié. Donc, s'il y a des problèmes dans ces 2 situations, c'est très peu probable que la résidence permanente va être reçue. Donc, ils font l'évaluation de les conjoints-conjointes de cette façon. Si cette évaluation passe et qu'il n'y a aucun problème, la dernière étape du parrainage d'un conjoint-conjoint ou épouse, c'est l'évaluation de la relation. Donc, Immigration Canada doit être convaincu que la relation entre vous et votre époux-épouse ou conjoint-conjoint est légitime et n'est pas simplement pour raison d'immigration au Canada. Les formulaires ont toutes sortes de questions et de documents qui sont requis pour démontrer la légitimité de la relation. Mais ça, c'est la grosse question qui prend normalement le plus de temps, dépendant des circonstances. Donc, il évalue et il détermine essentiellement s'il croit que votre relation est légitime et que ce n'est pas simplement pour raison d'immigrer au Canada. Parfois, il y a des entrevues qui sont requises avec un ou les deux pour déterminer cela, mais il n'y a pas toujours des entrevues. Les entrevues, c'est seulement lorsqu'il y a des raisons à croire que peut-être il y a des problèmes. La différence entre un époux, conjoint ou partenaire conjugal. Donc, époux-épouse, c'est assez simple. Vous êtes mariés. Et le mariage, il n'y a pas besoin d'être un mariage au Canada. Le mariage peut être un mariage dans un autre pays. Mais les lois applicables au mariage dans ce pays doivent être des lois qui respectent également les lois de mariage au Canada. La grosse question qui est évidente ici, qui dirait que le mariage n'est pas légitime au Canada, serait un mariage dans un pays qui permet de marier à plusieurs personnes. Polygamie, c'est illégal au Canada. Donc, si vous êtes marié dans un pays et que l'un ou l'autre a plus qu'un époux-épouse parce que c'est légal dans ce pays, ça va être un problème.
parce que votre mariage ne va pas être vu de façon légale au Canada. Donc, le mariage ne serait pas accepté comme légitime. Donc, si le mariage a eu lieu dans un autre pays, il faut juste s'assurer que c'est un mariage selon la loi de ce pays qui serait reconnu comme un mariage légitime au Canada. Pour les conjoints de fait, la définition de conjoint de fait pour Immigration Canada est que vous habitez avec votre partenaire pour une période consécutive de 1 an ou plus. Donc, il faut que vous habitez ensemble. Il faut que vous habitez ensemble pour un minimum de 1 an pour être un conjoint de fait. Conjoint conjugal, puis vous n'êtes pas obligé d'habiter au Canada pour 1 an, mais il faut que vous habitez physiquement ensemble pour 1 an, peu importe où vous êtes. Partenaire conjugal, c'est une situation qui n'est pas commune. C'est rare que la situation s'applique. Donc, c'est pas une que je dirais d'essayer, à moins que vous êtes vraiment incapable d'avoir les 2 autres situations. Conjugal, c'est que vous êtes, pour raison de les lois applicables, de raisons politiques ou autres raisons que vous ne pouvez absolument pas changer, il est impossible pour vous de vous marier, devenir époux-épouse, et il est impossible pour vous deux d'habiter ensemble physiquement pour 1 an. Et souvent, les gens croient que cette situation s'applique à eux, que c'est impossible de se marier ou d'habiter ensemble, mais je vous dis que c'est assez rare que la situation s'appliquerait. Une situation où que j'ai vu et que j'ai réussi à avoir une demande positive pour un client ou que c'était un partenaire conjugal était une personne où que son conjoint habitait aux Philippines ou que le divorce n'est pas possible, c'est pas légal, c'est pas quelque chose qui existe là-bas, faut annuler un mariage. Et cette personne était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Et pour raison juridique, l'annulation avait été impossible et était impossible pour toujours. Donc, cette personne ne pouvait absolument jamais se remarier légalement parce qu'elle ne pouvait pas se divorcer dans son pays ni avoir l'annulement du mariage. Et donc, ils ont été capables de faire une demande comme conjoint conjugal parce que c'était impossible de se marier et ils étaient physiquement à part et pour raisons financières incapables de se visiter. Donc ça, c'est une situation, mais c'est vraiment rare que ça s'applique. À l'écran, vous voyez certains documents, certaines preuves qui sera requièrent une demande de parrainage. C'est juste certains exemples de plusieurs. Vous pouvez passer à la prochaine page, s'il vous plaît. Ici, c'est simplement d'autres détails. Lorsque vous passez à travers d'une demande, encore, je dirais, lisez le guide attentivement sur le site web d'Immigration Canada. Le guide va en détail pour chaque formulaire, pour chaque document qui requiert où et quoi et comment le mettre ensemble. Immigration Canada sont très pointus avec ces détails. Donc, vous pouvez penser que c'est pas une grosse affaire de remplir à moitié ça ou de pas faire exactement comme qu'ils disent. Mais je vous dis, faites exactement comme c'est dit dans le guide parce qu'ils vont refuser parfois des demandes pour des raisons qui semblent très minimes. Donc, c'est important de passer à travers en détail. C'est important de divulguer toute information et de toujours dire la vérité. Même s'il y a des informations que vous savez vont créer des difficultés. Par exemple, si vous avez été arrêté par la police lors d'une vacance dans un autre pays, mais que ça n'a pas été, vous n'avez pas eu une charge, une conviction, c'est quand même un arrêt par la police qui doit être divulgué. Donc, il faut tout divulguer les détails et avoir une explication s'il y a des situations qui peuvent être difficiles.
Ne jamais laisser les choses de côté parce qu'ils vont le découvrir, ça va être raison de vous refuser. Et là, ça va être pire par la suite si vous êtes refusé d'essayer de régler la situation. Je vais passer à la prochaine page. Ici, ça passe, ça demande les frais de demande pour parrainage époux-épouse, enfants à charge. À noter que le frais relatif au droit de résidence permanente, ce frais s'applique à n'importe quelle demande de résidence permanente. Mais ça vous donne une idée des frais qui sera payé au moment de la demande est déposée. Les frais changent assez souvent en ligne, donc tu vérifies lorsque tu fais ta demande, c'est quoi le frais payable en ligne. Et normalement, tu payes en ligne, tu imprimes le reçu, puis c'est ça qui vient dans la demande. La prochaine page, s'il vous plaît. Ça, c'est juste à l'ordre où que vous mettez le document ensemble. Vous mettez les documents ensemble d'une façon spécifique. Encore une fois, le guide vous dit tout cela. Donc, passez à travers le guide de façon attentive, mais essentiellement, vous allez avoir une liste de vérification pour chaque demande et vous passez à travers et vous mettez tout ce qui est sur cette liste de vérification. Le numéro 2 parle d'une demande de permis de travail ouvert s'il a lieu. La demande de permis de travail ouvert est possible seulement dans une situation de parrainage de époux-épouse lorsque l'époux-épouse est déjà physiquement au Canada. Donc, il y a le parrainage hors pays et au pays. Les demandes sont essentiellement le même autrement. Mais pour les demandes hors pays, donc votre époux, épouse ou conjoint habite physiquement hors du Canada, si cette demande est refusée, il y a un droit d'appel. Le droit d'appel n'existe pas pour les demandes qui sont au pays. Si la demande est refusée, essentiellement, il faut que vous recommencez à zéro. Mais pour les demandes qui sont au pays, donc, ça veut dire que votre conjoint ou conjointe ou époux-épouse est physiquement au pays avec vous. Au moment où vous déposez une demande de parrainage, vous pouvez également déposer une demande d'avoir un permis de travail ouvert pour votre époux, épouse ou conjoint. Ce permis de travail, normalement, arriverait dans un délai de 3 ou 4 mois. Présentement, les délais sont extrêmement longs à cause de la pandémie. Par exemple, j'ai déposé une demande au mois de janvier de parrainage au Canada avec une demande de permis de travail. On n'a toujours pas reçu le permis de travail. Donc, les délais présentement pour les demandes au Canada sont très longs, mais ce n'est pas normal. On espère que ça va se régler prochainement. Normalement, c'est dans de 3-4 mois, tu aurais ton permis de travail ouvert si tu as déposé une demande de parrainage pour un époux ou conjoint et que cette personne est physiquement au Canada déjà. Prochaine page. Comment envoyer la demande? Encore une fois, le guide vous dit ça en détail exactement où l'envoyer et comment. Les demandes de parrainage sont des demandes papier. Il n'y a pas de demande en ligne présentement disponible pour les demandes de parrainage. Donc, c'est tout papier. Respectez le guide exactement comment ça dit de le faire. Et c'est envoyé soit par service de messagerie ou par la poste. Si vous avez une date limite parce que vous avez un enfant à charge qui va, par exemple, avoir 22 ans, il est très, très, très important que la demande soit reçue par Immigration Canada et le bureau de réception pour des demandes de parrainage est en Nouvelle-Écosse. Donc, ce n'est pas à la porte pour nous ici en Alberta. Donc, c'est très important que si vous avez une date comme, OK, le 30 octobre, l'enfant va avoir 22 ans, il faut que la demande soit reçue en Nouvelle-Écosse avant le 30 octobre. Pas le 30 octobre, mais avant. Sinon, l'enfant va avoir eu 22 ans et vous allez avoir des difficultés à avoir l'enfant inclus dans la demande. Prochaine page. Donc, ça, c'est toutes les pages pour le parrainage époux-épouse ou conjoint. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour époux-épouse ou conjoint?
La question porte plutôt sur l'enfant à charge. OK. Voilà. Oui. On peut quand même poser, tu peux me poser la question. D'accord. Donc, la personne demande si elle peut parrainer son fils adulte. Faut qu'il ait moins que 22 ans. Donc, si 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, oui. S'il y a plus que 21 ans, non. À moins que cet enfant soit incapable de se soutenir financièrement à cause de conditions physiques ou mentales. Puis, cette exigence doit être satisfaite de façon continuelle la journée où la demande est déposée et de façon continuelle jusqu'à temps que la demande soit procédée. Donc, ça serait si quelqu'un a plus que 21 ans, donc 22 ans ou plus, et qui est ton enfant et qui a une condition physique ou mentale, il faut démontrer que c'est une condition. Donc, il y a des preuves médicales ici qui sont requières. Il faut démontrer que cet enfant peut. Il faut que ce soit une situation vraiment extrême pour des enfants qui ont plus que 21 ans. Pardon, si vous me permettez, je crois que c'était la question de Nathalie. Elle a un enfant de 20 ans qui habite en France et elle a préparé toute la demande de résidence permanente, le permis de travail pour venir ici au Canada. Mais l'enfant, lui, il a resté en France. Lui n'appartient pas à la famille qui a demandé la résidence. Donc, si ils sont déjà ici, est-ce que la mère peut amener l'enfant de 20 ans? Elle peut parrainer sa propre enfant? Est-ce que c'est comme, si c'est Nathalie qui avait mis les commentaires, elle avait indiqué qu'ils ne sont pas résidents canadiens. Oui, ils sont... Donc, c'est pas un parrainage. Ça serait pas un parrainage. Donc, si l'enfant veut venir pour étudier, par exemple, s'ils sont admis à une école ici ou veut venir travailler, c'est une demande de permis de travail ou une demande de visa d'études. Ce n'est pas une demande de résidence permanente parce qu'eux-mêmes ne sont pas résidents permanents. OK. Mais si eux, ils ont déposé déjà une demande de résidence permanente, il faut assurer que l'enfant soit inclus dans cette demande. Peu importe si l'enfant est physiquement ici, il faut que tu inclues le nom de tous tes enfants, peu importe s'ils veulent venir ou non. Oui. Bon, ça, c'est une bonne leçon pour les gens qui sont en train de le faire. Mais bon, le cas de cette personne, c'est un peu plus compliqué que ça, mais peut-être on peut parler de ça plus tard, dans une autre occasion. Merci. Okay. Allez, continue, s'il vous plaît. OK. Donc, à l'écran, vous voyez les prochaines pages parlent d'autres genres de parrainage. Donc, il y a les enfants incluent des enfants adoptifs. Donc, essentiellement, si vous avez adopté un enfant, il faut premièrement que l'adoption soit finalisée. Il faut que l'adoption soit légale selon le pays qui est fait et dépendant du pays. Il y a certains pays qui vont sous la convention de la Hague pour les adoptions. Donc, il faut premièrement vérifier que l'adoption a été faite de façon légitime et qu'elle est complétée. Si elle n'est pas complétée, vous ne pouvez pas parrainer. Il faut compléter l'adoption de façon légitime pour que ça soit légal dans le pays où est l'enfant et au Canada, que vous êtes maintenant le parent légal de cet enfant. Donc, puis je sais que les processus d'adoption peuvent prendre des années, ça peut être compliqué. C'est une grosse portion de le parrainage d'enfants adoptés, c'est de faire sûr que l'adoption a été légitime et qu'elle est complétée. Il y a souvent une difficulté que tu vois dans des parents qui ont adopté un enfant, c'est que Immigration au Canada va dire que l'adoption était pas légitime. L'adoption a été faite simplement pour raison d'immigration au Canada, vous n'êtes pas vraiment les parents, etc., etc. Donc, c'est vraiment qu'il faut que l'adoption soit légitime et que ça soit fait de façon légitime pour que ça soit reconnu légitime au Canada.
Donc, c'est ça le plus gros projet dans ce genre de parrainage. Une fois que vous êtes légalement et légitimement le parent de l'enfant, c'est un parrainage assez comme serait n'importe quel autre parrainage pour membres de la famille, de enfants conjoints. Donc, les mêmes exigences qu'on a déjà discutées. L'admissibilité du parrain de vous comme parent est les mêmes critères qu'on a déjà vus. Puis, le processus d'admissibilité pour l'enfant sont les mêmes qu'on a déjà vus. Prochaine page. Ici, simplement dire si aucun des programmes de parrainage s'applique aux gens qui veulent venir au Canada, il y a d'autres programmes qui existent. On ne va pas aller dans ces gros programmes parce qu'il y en a plein d'autres qui existent. Mais essentiellement, lui qui serait le plus peut-être reconnu, c'est l'entrée express. Ça, c'est pour avoir la résidence permanente au Canada, mais tu dois être un travailleur qualifié. Donc, ça, c'est un apport. On ne va pas rentrer en détail là-dedans parce que ce serait quelques autres heures, mais c'est juste à savoir qu'il y a d'autres programmes qui existent si le parrainage ne s'applique pas à vous. Prochaine page. Voici le lien pour aller voir c'est quoi tous les frais pour les demandes. Donc, chaque demande d'Immigration Canada a des frais pour la demande, puis c'est non remboursable, sauf pour le frais de résidence permanente. Donc, maintenant, on a parlé à travers tous les parrainages. On va maintenant aller discuter brièvement de ce qui est les superviseurs. Donc, avant de passer là, s'il y a des questions spécifiques pour les programmes de parrainage. Et je vois sur le côté une question qui demande quelle est la différence entre parrainage de parent et demande de superviseur. Bien, parrainage, c'est pour résidence permanente. Superviseur, c'est pour résidence temporaire. Puis, c'est deux programmes entièrement différents, des formulaires entièrement différents et ça donne des résultats entièrement différents. Donc, s'il y a un parrainage de parents, c'est parce que tu demandes pour résidence permanente au Canada. Donc, une fois que tu reçois la résidence permanente, tu peux être ici et faire tout essentiellement qu'un citoyen peut faire, sauf voter. Puis, il faut que tu renouves ta résidence permanente à chaque 5 ans. Donc, puis il y a d'autres critères pour cela. Essentiellement, il faut que tu sois physiquement au Canada pour la plupart du temps. Et autre chose, tu peux perdre ta résidence permanente si tu commets un crime, par exemple, ou autre raison comme ça. Superviseur, c'est résidence temporaire. Donc, c'est un maximum de 2 ans que tu peux être au pays. Puis, normalement, c'est de 6 mois consécutifs que tu peux être ici, puis il faut que tu aies la permission pour rester plus longtemps que 6 mois. Puis c'est normalement pour une période de 2 ans que tu peux ensuite renouveler jusqu'à un maximum de 10 ans. On va discuter de ça. Ta deuxième question que je vois dans le chat, c'est quand on est dans un groupe de 5 qui a fait une demande de parrainage des réfugiés, peut-on en même temps parrainer les parents? Bonne question. Si tu es dans le groupe de 5, donc, ton obligation s'applique toujours pour le groupe de 5. Donc, ces groupes de 5 entraient dans ta taille de famille. Je ne recommande pas que tu fasses les deux en même temps, à moins que c'est très, très clair que ton exigence de revenu peut être remplie dans les deux. Et un parrainage de groupe de 5, c'est que ton obligation financière pour eux s'ajoute à la taille de famille pour le parrainage de parents. Brigitte, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. À mon niveau, les questions répertoriées sont finies. OK. Donc, pour le superviseur, comme j'ai mentionné, ça, c'est pour résidence temporaire. Donc, c'est un visa que la personne aurait physiquement dans leur passeport qui leur permet d'entrer au Canada. Donc, le visa permet l'entrée au Canada
plusieurs fois pour une période maximale de 10 ans. Donc, par exemple, si je reçois un super visa, ça serait comme pour octobre 2020 jusqu'à octobre 2030, ça c'est qui est valide. Ça veut dire que je peux physiquement venir au Canada autant de temps que je veux d'ici octobre 2030. Lorsque je entre au Canada, je peux rester jusqu'à un maximum de 2 ans sans sortir. Mais il faut que ça soit dit spécifiquement à la frontière par l'agent frontalier. Donc, si tu entres au pays puis que l'agent frontalier ne spécifie aucune date ou ne dit aucunement quand tu dois quitter, avec n'importe quel visa, c'est automatique que tu as 6 mois que tu peux être au pays si tu rentres avec un visa, à moins que ton visa dise autrement. Donc, si tu rentres avec un super visa et l'agent frontalier ne dit aucunement c'est quand il faut que tu sortes, c'est automatique, c'est 6 mois. Puis là, tu peux faire une demande du pays sans quitter pour ajouter à cette période, puis ça serait jusqu'à une période de 2 ans, sans que tu sois obligé de quitter. Et ensuite, tu peux continuer à renouveler ta résidence temporaire au Canada sous le super visa sans quitter le pays, mais il faut faire cette demande avant que la date où tu dois quitter arrive. Prochaine page. Voici simplement le lien pour les formulaires de demande en ligne pour le super visa. Et le lien pour le guide de comment présenter une demande. Ici, contrairement au parrainage, la demande peut être faite en ligne ou de version papier. Et je vous recommande, si vous pouvez, de le faire en ligne. C'est beaucoup mieux pour les délais et juste pour avoir toutes les annonces et les lettres. Si vous êtes capable de le faire en ligne, faites-le en ligne. Prochaine page. Les critères d'admissibilité. Donc, évidemment, un super visa, c'est pour spécifiquement un parent ou grand-parent. Donc, il faut prouver que vous êtes un parent ou grand-parent d'un citoyen canadien ou résident permanent. Comme j'ai dit, ça, c'est souvent un programme qui est utilisé conjointement avec le parrainage de parents-grands-parents. Puis, il faut que le parent ou grand-parent soit autorisé d'entrer au Canada. Ça veut simplement dire que qu'ils ne sont pas inadmissibles. Donc, pour raison de criminalité, pour raison médicale ou tous les autres critères qu'on a déjà vus. Les critères d'inadmissibilité s'appliquent à n'importe quelle demande. Peu importe la demande, il faut être admissible au Canada. Donc, vous devez faire preuve du lien de parenté. Ici, une chose qui est différente, c'est qu'il faut que vous achetez une assurance médicale privée pour votre durée au Canada. Puis, il faut que cette assurance médicale ait une couverture minimale de 100 000 $ et valide pour vous pour la durée que vous êtes au Canada. Donc, lorsque vous voyez le formulaire de demande et tous les formulaires de demande pour cette demande spécifique de super visa, vous allez voir dans la liste de vérification un des documents à inclure, c'est la preuve d'assurance médicale. Donc, avant de venir, et évidemment avant de venir, parce que c'est lorsque la demande est déposée, il faut avoir déjà acheté l'assurance médicale. Et je sais que souvent, la question c'est pourquoi je l'achèterais maintenant si je ne suis pas certaine si mon visa va être accepté. Donc, il faut que tu l'achètes pour démontrer que tu l'as acheté, puis il faut que ce soit valide pour au moins une période de 2 ans, je dirais, parce que tu vas normalement demander d'avoir au moins une période de 2 ans. Mais assurez-vous que ça soit remboursable parce qu'il est très possible que le visa soit refusé. Une demande déposée ne signifie pas qu'elle va être acceptée. Donc, une demande peut absolument être refusée. Donc, c'est bien de vous assurer que votre assurance médicale est remboursable si votre demande de visa est refusée et que votre parent ou grand-parent ne vient pas au pays. Donc, prochaine page. Ici, contrairement au parrainage, vous
vous n'incluez pas de personnes à charge. Donc, ça signifie comme si vous avez un parent qui a un enfant à charge, qui qualifie légitimement un enfant à charge, cette personne ne peut pas être inclue dans le super visa. C'est une différente demande de visa pour chaque personne. Pour un super visa, il faut démontrer, comme le parrainage de parents ou grands-parents, que vous êtes capable de payer financièrement votre demeure au pays. Parce que si vous avez un super visa pour venir au Canada, non, vous étiez à la bonne page, la prochaine. Si vous recevez un super visa, c'est simplement un visa qui vous permet d'être physiquement au Canada. Il ne vous permet pas de travailler au Canada. Donc, il faut démontrer que vous allez avoir suffisamment d'argent pour vivre. Et la plupart du temps, c'est l'enfant ou le petit-enfant qui est au Canada qui va aider financièrement. Donc, cet enfant ou petit-enfant signerait normalement une attestation qui confirme qu'ils vont prendre soin de vous financièrement. Il doit démontrer preuve qu'ils atteignent le seuil de revenu minimal. Et le revenu minimal, je crois que ça va être, on va le voir dans les prochaines pages, c'est essentiellement les mêmes revenus minimaux qui est inclus au parrainage. Donc, ouais, comment calculer la taille d'unité familiale? C'est encore la même façon que tu l'aurais fait auparavant dans le parrainage. Donc, si tu vas à la prochaine page, va à la prochaine page encore. Donc, voici, par exemple, le revenu. Oh, non, cette page-là. Le revenu minimal pour 2020 qui s'applique, puis ça change d'année en année. Donc, c'est toujours bien de juste vérifier en ligne parce que ça va changer d'année en année. Et c'est selon la taille de l'unité familiale qu'on a déjà discuté comment calculer. Comme le parrainage, vous pouvez avoir un co-signataire pour un super visa et cette co-signataire doit également signer la même attestation qui est soit une déclaration statuaire, normalement c'est ce qu'on fait, qui va inclure la preuve de revenus, qui va inclure les attestations qui disent le parent ou grand-parent va habiter chez nous, j'ai une maison qui a une chambre à coucher d'extra, etc., etc. Preuve qu'il va avoir aucune difficulté financière et que ce parent ou grand-parent peut physiquement venir au Canada pour une période de 2 ans sans travailler parce qu'ils n'ont pas le droit légalement et qu'ils vont avoir le support financier. Parfois, les parents ou grands-parents eux-mêmes, ils ont assez d'argent pour leur propre support financier. Ça, c'est correct. Tu démontres cela. Donc, tu fais preuve qu'ils ont tant d'argent dans leur compte de banque qui est accessible à eux au Canada et qui remplit le revenu minimal. Donc, on fait toujours, il faut toujours avoir l'attestation de l'enfant ou petit-enfant au Canada pour preuve de lien parental. On peut simplement ajouter tous les revenus de tout le monde pour montrer qu'il y a amplement de preuves d'exigence, que l'exigence de revenu vital minimum soit remplie ici. À la prochaine page. Ici, c'est simplement liste des documents exigés. Encore une fois, suivez les liens, tous les formulaires, les guides qui sont sur le site web. Ça change tout le temps. Il faut s'assurer d'avoir le formulaire qui est mis à jour. Puis les mises à jour sont faites sans avertir personne. Donc, vous pouvez remplir un formulaire une journée. La semaine prochaine, le formulaire va être mis à jour. Mais il faut assurer que lorsque vous déposez la demande, ça c'est en ligne ou papier, avant de la mettre par la poste ou de le déposer en ligne, assurer qu'il n'y a pas eu de mise à jour au formulaire parce que ça change à tout bout de champ. Donc, les liens, c'est bon pour se rendre, mais vérifiez la journée où vous voulez déposer qu'il n'y a pas eu de mise à jour parce que ça peut changer. Prochaine page. Si traduction, donc n'importe quel document qui est inclus dans votre demande doit être soit en anglais ou en français. Si le document n'est pas en anglais ou en français, il doit avoir une traduction
fait par un traducteur certifié qui l'accompagne. Donc, vous ne pouvez pas le traduire vous-même, malheureusement. Des exemples, c'est, par exemple, si vous avez un certificat de mariage qu'il faut soumettre et que le certificat de mariage n'est pas en anglais ou en français, il faut prendre le certificat de mariage, l'apporter à un traducteur pour que le traducteur fait la traduction officielle en français ou en anglais et qu'il y ait le rétente de traduction officielle et que c'est le document plus la traduction officielle avec le certificat de traduction officielle qui doit être soumis. Si vous soumettez un document sans traduction, le document va être complètement ignoré. Donc, si c'est un document qui changerait le résultat de votre demande, c'est absolument important que ça soit traduit. Sinon, vous pouvez être refusé simplement du fait qu'il n'y avait pas de traduction. Prochaine page. C'est simplement un rappel. Oh! Non, l'autre page avant, qui était un rappel. Donc, c'est ça, cette page-là. Donc, un rappel que n'importe quel membre de votre famille qui est au Canada, peu importe la façon dont ils sont venus à entrer légitimement au Canada, il est absolument important que vous assurez que leur statut au pays demeure toujours valide. Donc, si on rentrait comme visiteur, assurez que vous vous rappelez de la date où leur statut de visiteur va expirer parce qu'il faut absolument régler et avoir un nouveau statut avant que ça expire. Donc, la demande pour régler ou étendre leur statut au Canada pour une période plus longue, la demande pour faire cela doit être déposée et reçue par Immigration Canada avant la date où le statut s'expire. Si c'est le cas, c'est que la personne peut rester jusqu'à temps qu'ils ont une décision. Et si la décision est positive, il continue à rester. Si la décision est négative, il doit le quitter. Si vous avez manqué cette date et que le membre de votre famille est ici sans statut, il faut absolument régler cela. Vous avez 90 jours à le régler. Donc, s'il n'y a pas 90 jours qui est expiré de la date où le statut a été perdu, vous déposez une demande pour régler le statut. Si ça fait plus longtemps que ça, c'est des situations extrêmes ou différentes qui vont permettre à la personne de rester. Normalement, il faudra quitter le pays. Donc, tout ça pour dire, ignorez pas les dates d'expiration des statuts de vos membres de famille et faites sûr de toujours le régler pour que ça soit valide. Prochaine page. On achève. Vous pouvez trouver toute cette information sur le site web. Vous allez avoir mes coordonnées, je suis assez certaine, par la GFA et Carlos. Si vous avez des questions spécifiques, je sais que c'était beaucoup d'informations aujourd'hui pour plein de différents programmes, puis il y a plein de différentes circonstances qui peuvent s'appliquer spécifiquement à chacun et que ça change totalement l'admissibilité et l'éligibilité de vous ou vos demandes de famille. Donc, qui est important à voir tous les détails. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Ici à McQuaid Desrochers, on a une équipe qui fait le droit d'immigration, qu'on peut faire des consultations avec vous pour voir qu'est-ce qui s'applique dans votre situation spécifique. Vous pouvez trouver plus d'informations pour tous les programmes sur le site web d'Immigration Canada. Et comme que j'ai dit plusieurs fois, regardez au guide de demande pour le programme spécifique dont vous voulez faire demande. Les guides sont normalement très, très détaillés et portez attention à ces détails. Donc, je crois que c'est tout pour la présentation. Est-ce qu'il y a autre question qui n'a pas été répondue à date? Merci Céline. À mon niveau, toutes les questions ont été répondues. Parfait. Madame Maître Pekin, et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup pour votre temps. Et cette information, ce sera vraiment importante pour plusieurs gens.
Et je voudrais ajouter que je vais vous envoyer aux personnes qui sont là une petite enquête avec mon courriel. S'il vous plaît, répondez aux questions et envoyez-moi vos questions à mon courriel. Et on va aussi partager cette petite enquête avec les gens qui ont été avec nous aujourd'hui. Et Madame, au nom de la Cité des Rocheuses, du Centre d'accueil francophone, je vous remercie d'être ici avec nous. Et j'espère que ce sera la première fois de plusieurs. Et aussi, Madame Étienne, merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Et voilà, sans plus, je vous souhaite une très bonne soirée et on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.